Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Précédemment, dans Aternité, on a parlé de mon désir d'enfant, de paternité, jusqu'aux chemins qui m'ont amené à la grossesse de mon premier enfant. Et effectivement, Catherine m'a annoncé que le blood test, le test sanguin était positif, que le transfert d'embryon d'une avait été fait et que les premiers tests sanguins étaient positifs. Donc, a priori, le développement embryonnaire cellulaire se faisait de manière positive. Ouais. Ouais. Elle l'a appris comment ? Elle t'a envoyé un mail ? Elle a fait une visio ? Ça se faisait soit par visio, soit par mail, mais effectivement, c'était. Vous avez plusieurs choses. Vous avez la visio, où on dit déjà les petits messages, parce que les messages de je sors de. Ouais. Il y a tout le quotidien en fait où on a ok. par message, et puis après il y a quelques visios qui peuvent se faire en fonction. Et la manière dont je l'ai appris, c'est d'abord un message. J'ai fait le blood test, tu auras les résultats bientôt. Et puis après, Ok. j'ai les résultats Ok. qui sont positifs, et puis on se fait un petit visio Ah, c'est pour génial. célébrer ça. Ok, Mm. c'est trop bien. Grave. C'était quoi ton état d'esprit à ce moment-là ? Je sais pas, surexcité. À la fois, j'avais de nombreux changements puisque je déménageais de la région parisienne à Lyon, nouveau travail, nouveau logement. Donc il y avait tout ça qui se remettait en place en même temps, mais de l'impatience, Ouais. et puis cette espèce de conviction où l'enfant fait déjà partie de toi, fait déjà partie de ta vie. Ouais, il y avait quelque chose qui se jouait là, comme si, je sais pas, je pense que c'est une impression que d'autres parents semblent partager aussi, je pense. C'est l'impression que ça y est, c'est plus à deux, quoi. C'est plus à deux, c'est à trois. Enfin, moi, en l'occurrence, c'était plus tout seul, c'était à deux. Il y avait quelque chose et qui m'a suivi jusqu'à la naissance. Donc, quand Catherine a accouché, je suis arrivé 2 ans. Je suis arrivé 2 heures avant l'accouchement de Kélia. J'ai cru que j'allais rater ça. Et ça, c'était le stress. Mais je suis arrivé 2 heures avant l'accouchement. Et quand elle est arrivée, j'étais là, ouais, ça y est, c'est toi. Coucou. Et on va peut-être pas passer à l'accouchement tout de suite. Ouais, il y a les étapes. Ouais. Il y a 2-3 étapes avant. Clairement. Même si pour toi, la grossesse, je sais pas comment tu l'as vécu cette grossesse. Elle a vécu la grossesse. Alors moi, je pense que j'ai clairement fait des couvades. En dehors de la prise de poids, j'ai eu des vomissements tous les 3 mois. Ça, c'est incroyable. Et ça, pour les deux grossesses. Donc clairement, il y a eu une couvade. Psychologiquement, ça a déclenché pas mal de choses. Et je pense qu'il y a plein de choses qui se sont jouées là-dedans. Mais il y a la frustration de ne pas être là, de ne pas être à côté, qui est compensée par le fait d'avoir des nouvelles très régulières, d'avoir des visios, d'avoir aussi tout ce qui est battement cardiaque. On l'a parfois en direct. Pareil pour des échos. On peut demander à assister aux échos en visio, etc. Donc ça permet de bien faire. Que ce soit Catherine, la mère porteuse de Kélia, ou alors Brittany, la mère porteuse de Noah. Elles ont été absolument incroyables. De m'envoyer les clichés des échos, les battements de cœur. Donc ça, c'est des choses. Décrivez un petit peu comment ça évoluait, comment elle se sentait, si par exemple bébé bougeait, ce genre de choses. Ouais, il y a quand même une certaine pudeur de ma part déjà, parce que on n'est pas dans l'intimité d'un couple, et puis c'est des personnes qui sont elles aussi en couple. Donc il y a des questions, je leur demandais comment ça allait, comment ça se passait, et après libre à elles, en fonction d'une, si elles avaient le temps, l'énergie, etc., de développer ou pas. Donc il y a des fois où effectivement elles pouvaient développer, et on en parlait un peu. Il y a d'autres fois où elles disent que tout va bien, tu sais que c'est pas vrai, mais tu vas pas non plus trop creuser. Non, tu vas pas creuser. Puis à partir du moment, vu le cadeau qu'elles me font, si tu veux, derrière elles pouvaient avoir la réaction qu'elles voulaient. C'était déjà un cadeau énorme. Elles vivent quand même une grossesse pour un couple qui n'est pas le sien. Elles te font le plus beau cadeau du monde.
Donc derrière, respecter leur intimité, c'est quand même la toute petite chose que je peux faire. Je comprends. Ouais, je comprends aussi. Ouais. Donc, grossesse que tu as vécue quand même bien là, même si c'était à distance. Tu t'es pas retourné aux US pour... Je suis retourné aux US pendant la grossesse de Catherine. Okay. C'était un peu avant Noël 2016. Et Kélia est née en avril 2017. Donc j'y suis retourné, puis ça a permis de prendre une petite photo avec le ventre, etc. Oh, c'est chouette. Mais pareil, là aussi, elles ont leur vie. Souvent, elles travaillent. De toute façon, elles travaillent. Donc, elles ont des enfants à gérer, etc. Donc, pareil, c'est bien d'y aller. C'est super de partager ces moments et d'apprendre à connaître leur famille, etc. Mais il y a aussi certaines distances à avoir. Une distance à avoir. Et puis moi, c'est aussi ma personnalité de ne pas vouloir déranger, tu vois. Donc derrière, je respecte un petit peu ça. Et j'ai pas été voir Brittany forcément. Okay. J'ai pas été la voir pendant la grossesse. On a surtout partagé à distance. Et je pense que ça allait mieux. Et par contre, je suis venu un peu plus tôt. D'une, parce qu'il y avait Kélia, la première, et que j'y allais pas à l'arrache comme ça. En arrivant, ça se préparait. Donc j'ai préparé les choses, on est arrivé avant. Et ça a permis de passer du temps, d'apprendre à mieux se connaître aussi, d'apprendre à connaître la famille. Pareil, de préparer le rôle de grande sœur. C'est quand même important. On y reviendra à ça. Est-ce que tu t'es préparé, toi, à l'arrivée d'un bébé ? Pas vraiment. Je pense qu'au quotidien, tu y penses tout le temps, de toute façon. Ça fait partie de ton quotidien, donc d'une certaine manière, tu t'y prépares. Après, oui, j'avais choisi un logement en conséquence, mais tout autour de moi, les gens avaient eu des enfants, et c'était pour moi très logique. Donc j'ai même eu la réflexion à la maternité. Je suis arrivé avec une valise, l'infirmière elle m'a dit vous allez organiser, vous êtes prêts. Et j'ai peut-être un peu trop surjoué la chose, c'est que l'accueil de Kélia, j'ai pas voulu la lâcher, quoi. Ah ouais, elle est arrivée, à chaque fois qu'il me disait vous voulez aller manger et puis vous nous laissez l'enfant. Non, merci, c'est bon. Non, c'est bon. J'ai pas. T'as couvé. Ouais, chose que j'ai appris. Et deuxième, j'ai laissé l'enfant pour pouvoir aller déjeuner ou des choses comme ça, parce qu'il faut quand même se préserver. C'est un marathon, C'est un marathon. Et je l'ai commencé un peu en mode sprint. Donc je l'ai fini un peu plus tard. Et du coup, tu avais quand même prévu, la chambre J'avais prévu l'appartement, mais comme j'ai eu les clés, du nouvel appartement 3 mois après la naissance. Ah oui. Donc c'est un peu particulier, c'est-à-dire que c'est arrivé un peu plus tard, donc j'ai réussi à avoir un congé que je me suis auto-financé, /congé paternité, /congé payé. Donc j'ai réussi à prendre 4 mois entre avril 2017 et août 2017 avant de reprendre le travail. Il y avait le congé pat. Il y avait un congé pat, effectivement, mais de 11 jours. C'était pas celui qu'on connaît aujourd'hui. De 28. Donc j'avais sauvé des jours sur un compte épargne-temps depuis des années. Donc tout ça, c'était bien préparé. Ce qui fait que j'avais 4 mois de libre pour aller aux États-Unis, prendre l'enfant et accueillir l'enfant, passer du temps là-bas, revenir, faire les papiers, revenir et faire les papiers en France, et puis avancer, quoi. Après, trouver les modes de garde, etc. Quand tu dis faire les papiers, c'est quoi comme papier ? Alors, les enfants ont la nationalité américaine, puisqu'ils sont nés sur le sol américain. Donc, les papiers aux États-Unis, c'est tout simplement acte de naissance et passeport américain, globalement. J'évacue tout ce qui est papier à la maternité, etc. Il n'y a pas de reconnaissance à faire, ce genre de choses ? Si, bien sûr, mais c'est ce que tu fais à la maternité, un peu comme ce qui se passe en France. Et arrivé en France, il y a toute une démarche à faire pour transcrire les papiers américains, pour faire un acte de reconnaissance de paternité en France, qui te permet d'avoir un livret de famille. Une fois que le livret de famille est délivré, ça te permet d'avoir de demander la carte d'identité et passeport français à des enfants. Donc là, ils ont la double nationalité. Ils ont la double nationalité, C'est cool, ça. C'est chouette. Même pour les études et tout, quoi. Enfin, aux États-Unis, on va choisir la France. C'est vrai. C'est pas le même coup. Allez, 6 mois. Non, écoute, ils feront bien ce qu'ils veulent.
Ils bosseront. Comme tout le monde. Donc tu nous disais que tu étais arrivé pour Kélia 2 heures avant l'accouchement. Ouais, parce que le vol s'était pas passé comme prévu. Déjà, l'accouchement de Kélia a été déclenché. Ok. À 39 ça du coup. Et je l'ai appris le vendredi soir, à la fin d'une semaine de travail. Donc j'ai appelé ma chef et j'ai dit, écoute, comme discuté précédemment, je vais devoir partir un peu plus tôt. C'était un risque. Donc c'était 15 jours avant le terme. Ok. Et vendredi soir, j'ai su que le dimanche matin, elle allait être déclenchée. Et pourquoi elle est déclenchée si tôt? C'est bien avant terme. Ouais, c'était bien avant terme, mais ça a été un choix. C'était un choix qu'elle a fait avec le médecin. D'accord, ok. Et elle t'avait prévenu en amont ou non? Non, pas forcément, mais ça dépendait aussi de l'évolution. Il y avait à partir du dernier mois, il y a des rendez-vous toutes les semaines. Ouais. Et toutes les semaines, ils font D'accord. D'accord. Ok. Mais c'est pas le même suivi médical qu'en France, ouais. C'est un peu différent, ouais. Moi, j'avais entendu justement qu'aux USA, c'était en systématique à 39 SA, ils déclenchaient, mais en tout cas, ils proposaient le déclenchement. Ouais, c'est ça. Après, c'est à la mère porteuse de faire son choix. Ouais, ok. Départ précipité. Donc, départ précipité. Parti samedi soir et le vol ne se passe pas comme prévu. Il devait arriver directement à Las Vegas. Finalement, il y a un détour par San Francisco. Joie, bonheur. Voilà, joie, bonheur. Donc, derrière toi, tu es avec ton WhatsApp et les messages avec à la fois l'agence de coordination pour dire comment ça se passe, est-ce que tout va bien. Ça a été déclenché, mais t'inquiète pas, t'as tout le temps. Et t'arrives à 19h30 à Las Vegas, 20h30 t'es à la maternité et 22h40 Kélia pointe le bout de son nez. C'est timé, hein. Et t'étais dans la salle de naissance avec elle? Ça c'est des choix, donc on discute dès le départ. Ou alors tout au long du processus. Mais c'est quelque chose où effectivement, pour moi c'était important d'y être si effectivement je peux m'y rendre à temps. Et je suis là généralement dans une situation où je suis à côté, mais où je préserve son intimité aussi. Je pense que c'est important. Et on a fait le choix des deux côtés que je puisse couper le cordon. Ah ouais. C'est moi qui coupe le cordon et à partir de là, du moment où je coupe le cordon, une fois qu'ils ont nettoyé l'enfant, c'est moi qui m'en occupe. C'est hyper symbolique en plus comme moment. Clairement, ouais. Là, tu coupes le cordon et le bébé vient à toi. Le parent. C'est c'est toi le parent et c'est parti. Ouais. Donc, non, c'est très fort. Et puis, on te donne le premier biberon. Ouais. T'as un pot à pot? J'ai un pot à pot. Okay, premier biberon, un pot à pot. Trop bien. Clairement. Et est-ce que tu t'es senti papa tout de suite ou est-ce que ça... Je pense que ça, je me suis senti avant. Ouais. Avant, ouais. Je pense que j'ai du coup, c'est pas la même démarche qu'un père qui est en couple hétéro, je pense, où généralement la sensation de paternité arrive après la naissance de l'enfant. Ouais. Moi, ça n'a pas été le cas. Moi, c'était quand l'enfant est arrivé, c'est comme si je l'avais déjà rencontré. Ok. Ce que tu nous disais, c'était dès que les démarches étaient en cours. Enfin, dès qu'elles avaient été lancées, clairement. C'était ça. Ouais. Okay. Je pense, pour ma part, cette sensation-là, je l'ai eue juste avant le transfert d'embryon. Ok. Ah ouais. Quand le transfert d'embryon était parti, quand j'ai su que ça se passait, c'était que j'avais des sensations que de confirmation. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était que ça validait le fait que c'est bon, l'enfant est là déjà. Ok. C'est incroyable. Et quand elle est arrivée, j'ai eu cette sensation particulière de l'avoir déjà vue. Ouais. Et qu'elle était là. Et que je n'avais plus qu'à l'accueillir. Et ça y est, on est dans le même monde. On avance ensemble. Donc oui, c'est des choses intenses. J'ai la chair de poule. Il risque d'y avoir quelques émotions. On connaît. Ouais, c'est bien. Et donc, est-ce que tu dirais que en gros, tu l'aimais déjà? Ou est-ce que tu as appris à l'aimer Non, alors ça, très clairement, l'amour était là dès le départ. Ok. Non, il y a quelque chose de... Sur ce travail-là, pour moi, ça a été... cette sensation de paternité est venue avec cette sensation d'amour inconditionnel. Ça, c'était... Très bien.
Et je leur dis tous les matins et tous les soirs. Ouais. Et sur les gestes, parce que s'occuper d'un nouveau-né, c'est quand même pas toujours très intuitif. Alors ouais, pas pour tout le monde. Pour moi, aucun souci. Mais après, j'avais déjà eu l'expérience de nouveau-né, premièrement. Que ce soit par... j'ai une sœur, ma sœur a eu des enfants, j'ai eu des meilleurs potes. Et j'ai jamais été impressionné ou peur d'avoir manipulé un petit bébé, un nourrisson. Ce qui fait que toutes les manipulations qu'on vous présente à la maternité, même si on te propose de l'aide, mais on te montre pas forcément grand-chose, je trouve, en tout cas, dans l'expérience que j'ai eue. Donc je me dis que pour un papa qui est impressionné, ou même une maman, ça doit pas être si simple au départ. Moi, c'était assez clair, mais déjà j'avais 38 ans, donc j'avais pas 22 ans. J'avais déjà eu des nourrissons dans les bras. Donc j'avais quand même eu, mine de rien, une expérience. J'avais eu des femmes autour de moi parce que c'est principalement des femmes, on va pas se mentir, qui manipulent des nourrissons. Et donc il y avait des gestes qui étaient ancrés sans même que je le sache, je pense. Ouais. Donc il y avait des choses où j'avais... et au contraire, les infirmières venaient me voir régulièrement en me disant « Mais est-ce que vous avez besoin d'aide ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Est-ce que je peux prendre le bébé ?» Et j'ai dit, non, merci. Oui, c'était ça, du coup, ce que tu nous disais. Je m'en charge. C'est que tout de suite, c'est toi qui as pris en charge Kélia. Ouais. Et un petit peu à tes dépens aussi. C'est-à-dire dans le sens où... Fatigue. Dans le sens fatigue. Ah, mais c'est exactement ça. Complètement. Déjà, aux États-Unis, alors, il se trouve qu'un couple d'amis... ont eu leur fille 5 jours après dans la même maternité parce qu'on est passé par la même agence, par la même clinique, etc. Donc le groupe d'amis voilà, dont on dans parlait. ce groupe d'amis-là. Donc il se trouve qu'avec ce couple-là, on s'est retrouvés aux États-Unis. Donc on a vécu aussi des moments ensemble à la naissance des enfants. Donc c'était assez fort, voire assez drôle parfois. Et mes parents ont tenu à être là aussi aux États-Unis. Donc première fois aussi pour eux aux États-Unis. Ma mère a pris 2 ans de cours d'anglais avant la naissance pour venir. Elle était motivée. Hein. J'ai eu la chance d'avoir... je suis très entouré par les femmes de ma famille, toutes générations confondues. Et c'est une vraie force pour moi. Mais j'ai des parents et des parents, amis, famille très forts et très dans le soutien dans ce parcours. Et je sais que c'est pas le cas pour toutes les personnes homosexuelles, malheureusement. Donc j'ai eu cette force-là et c'est une vraie force, surtout quand on a des enfants. Même si on n'habite pas à côté, on habite assez loin. Le fait de savoir qu'à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, si j'ai un problème, ils seront là. Même si on ne l'utilise pas, c'est une force incroyable. Donc ils sont venus, ils t'ont apporté du soutien moral. Ils sont venus, moi je leur ai demandé de ne pas venir tout de suite. Okay. Parce que je voulais vivre mes premiers jours avec mon enfant et pas avec mes parents. Ouais, je comprends. Et il y avait ce côté aussi où je prends ma place de parent et pas d'enfant de mes parents avant que mes parents arrivent. Okay. Et comme mes parents, c'était leur première fois aux États-Unis, c'est là où j'ai un peu, je pense, déconné pour moi en termes de mes limites propres. C'est que je les ai emmenés faire le tour de la côte ouest. À la fois pour les remercier parce qu'ils ont toujours été dans le soutien, c'était important pour moi mais du coup, je me suis tapé la côte ouest avec un nouveau-né, mes parents, à faire les nuits, etc. Le retour en France 1 mois après, je l'ai payé cher. J'étais fatigué. C'était sympa comme voyage. C'était génial par contre. C'était vraiment super. Mais je crois que le retour en France, j'ai vu aucun des décollages. Ouais. J'étais en train de dormir dès que le bébé dormait. C'était quoi leur réaction en voyant leur petite fille ? Alors, il y a 2 moments qui sont pour moi très forts. Il y a la rencontre directement avec le bébé, avec Kélia. Et là... tout de suite, c'est ma petite fille. Ouais. C'était quelque part aussi un peu l'enfant miracle. Oui. On va pas se mentir, je suis pas dans une configuration où mes parents étaient sûrs d'être grands-parents de mon côté, contrairement à ma sœur qui a eu 2 enfants. Donc là, c'est un peu l'enfant miracle, très clairement. Surtout du côté de ma mère comme du côté de mon père. Je pense que du côté de ma mère, il y avait aussi cette volonté peut-être de remplacer une figure maternelle. Donc je sais que de toute façon Kélia est très bien entourée de figures féminines, de références féminines, donc ça c'est top, comme masculine. Et il y a eu ce moment que ma mère raconte le mieux, où j'ai réuni Catherine, la mère porteuse de Kélia, ses enfants,
On a fait un repas tous ensemble et ma mère remarquait que je donnais souvent Kélia à Catherine pour qu'ils passent des moments ensemble. Pour moi, c'était important de continuer d'accompagner ce côté postpartum aussi pour assurer cette transition. Donc, dès qu'il y avait l'opportunité de pouvoir passer du temps ensemble. Et ma mère raconte le fait que quand Catherine me remettait Kélia dans mes bras, elle voyait dans les yeux de Catherine que Kélia n'était pas sa fille. Ah ouais. Qu'il n'y avait pas de lien affectif. Si, il y avait un lien affectif parce qu'elle l'a porté. Ouais. Il y avait un lien affectif, mais le lien affectif, c'était avec ma famille. Ok. La famille qu'elle a permis de construire. C'était pas un lien affectif uniquement j'ai porté cet enfant. Il y avait Quelle est un la place de détachement. cet enfant? La place de cet enfant, elle était claire dès le début de la procédure. Oui. Elle ne voulait pas avoir d'enfant de plus. Elle voulait contribuer à la création d'une famille. Et ma mère, elle le raconte, à chaque fois qu'elle le raconte, j'ai les larmes aux yeux. Et d'ailleurs, dans la gorge, ça commence à se nouer. Mais quand ma mère raconte que quand elle me remet Kélia, elle voit mon regard, elle voit le regard de Catherine, elle dit « Ok, c'est l'enfant de Sébastien. Ouais. » Et voilà. Et donc, combien de temps vous restez aux USA? Je suis resté un mois. Un mois. Un mois parce qu'il y avait aussi, alors il y a des papiers à faire, mais il y a aussi, puis le passeport ça prend un petit peu de temps et le certificat de naissance aussi, mais il y avait aussi le côté où on a bougé. Ouais. On a bougé, Ah bah oui, la côte ouest. ouais, pour le deuxième, Noah, je suis resté 3 semaines. Et donc, vous faites le vol retour? Oui. Avec un bébé qui a 1 mois, ça c'est quand même incroyable de prendre l'avion avec un bébé qui a 1 mois. Surtout que c'est des vols qui sont plutôt longs. C'est quoi? C'est des vols qui sont longs, ouais. 7 heures, ouais. peut-être? Ouais, un peu plus. Ouais. Ouais. On est autour de 8 heures. Ok. Et alors pour la côte ouest, on est plus sur 10 heures. Et après, ça dépend si vous faites des escales, etc. Moi, j'ai fait une escale au Québec, au Canada. En fait, moi, j'ai choisi l'écharpe de portage. Ouais. Donc Kélia, je l'ai souvent eu en écharpe de portage et elle adorait ça. Le deuxième, moins. Ah bon? Ouais. Comme quoi, en fait, c'est les enfants qui décident, sans les clairement. maîtres du temps et de leurs propres besoins. Mais clairement, j'ai choisi l'écharpe de portage et c'était très bien. Ouais. Parce qu'au moins, on a 2 mains de libre et C'est pratique. pratique pour tout le reste. Donc, t'es arrivé en France et comment ça s'est passé la suite avec Kélia toute petite? Alors, que ce soit pour Kélia ou pour Noah, la chance, c'est qu'ils ont rapidement fait leur nuit. Ils ont rapidement été réglés et je pense que le fait de ne pas être nourri au sein et d'avoir des biberons, ça doit aider. Je ne connais pas l'allaitement, donc je ne peux pas comparer, mais des discussions que je peux avoir avec des femmes, puisque depuis que je suis devenu parent, j'ai beaucoup de discussions avec des femmes que je n'avais pas avant et que je n'ai pas avec des hommes, d'ailleurs. Signe à ces messieurs. Et donc, ça s'est calé assez rapidement. On va dire qu'à partir du 6-7e mois, on commençait à avoir des rythmes calés. Donc, c'était pas mal. Avec des réveils. Le plus dur pour moi, ça a été clairement le manque de sommeil, c'est sûr. C'est une vraie torture. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Ok. Donc, dans l'ensemble... Et t'as été aidé à ce moment-là? Non. Non? Non. En plus, nouveau travail, nouvelle vie à Lyon, ce qui n'était pas le cas avant. Donc non, j'ai pas eu plus d'aide que ça. Ok. C'est costaud tout seul. Ouais, c'est dur de... Ouais, il y avait des moments de solitude, sûr. C'est sûr. Mais après, il y avait aussi, déjà d'une, je l'ai eu à 38 ans. Oui, la maturité, c'est pas la même. La maturité, c'est pas la même. C'était un vrai choix, c'est un parcours qui a pris des années. Ouais. Donc, les moments plus difficiles, je les ai choisis quand même. Ouais, tu vraiment. relativises beaucoup. Je savais à quoi m'attendre, première chose. Je savais que dans l'ensemble, l'enfant était facile par rapport à d'autres que j'ai pu connaître. Donc, on est bien. Ouais. On est bien. Quand on sait que tout est on track, que l'enfant est en bonne santé, on n'a plus qu'à dérouler, quoi. Ouais. Et du coup, nouveau travail. Ouais. T'as opté pour un mode de garde type crèche. J'ai réussi à avoir une place en crèche. Ok. J'ai réussi à avoir une place en crèche dès le départ. Ça, c'est beau.
Donc à 4 mois et demi, elle a fait sa transition, comment on appelle ça, son Une adaptation. adaptation à crèche, voilà, exactement. Donc, et d'ailleurs, à ce moment-là, c'était chouette parce que ma mère et ma grand-mère sont venues Ah ouais? pour l'adaptation. Ouais. Ils sont à 4 heures de route de chez moi, mais ils sont venus. Et du coup, cette semaine-là, il y avait ma mère et ma grand-mère. C'est Et chouette. comme elles ont été très supportives et tout, je trouve que c'était des choses vraiment sympas. Donc là, ouais, j'ai eu cette aide-là pendant une semaine. La rencontre, du coup, avec ta grand-mère, donc l'arrière-grand-mère de Kélia, c'est passé comment? Assez rapidement, quand je suis revenu en France, ça s'est passé un peu avant l'adaptation en crèche. On a été la voir, donc c'était ouais, pareil. On est un peu sur un enfant miracle, et puis il y avait ce côté-là où tout ce que tu me racontais, Sébastien, depuis des mois, des années, ok, c'est là, Ouais. c'est là, elle est Ok. là, et bravo. Et depuis effectivement, un arrière petit enfant en plus. Ouais, Donc, c'est chouette. c'est la fierté des grands-parents. Et puis du coup, ton grand-père qui a toujours pas compris exactement comment il est arrivé ce bébé. Je pense que c'est compliqué de percuter. Alors déjà, c'est un homme Ouais. d'une autre génération, Ouais, très clairement. clairement. Et le côté avoir une donneuse d'ovules, voire deux mères porteuses, le processus à la fois physiologique, c'est compliqué. Je pense que et je lui demande pas forcément de comprendre Oui. tout. Je pense qu'il a pigé l'ensemble, mais la démarche, moi, je pense que c'est trop compliqué. Et comment tu l'expliques Je vais peut-être la garder pour la dernière partie, cette question. Très bien. Je mets la note. Ouais. J'ai psy aux enfants, Euh, aux autres, Ouais. comme aux enfants, du coup. Ça reposera Pour tout à une l'heure. raison très claire, mais je vous le dirai après. Ok. Bon, du coup, Kélia, c'était une petite fille qui était plutôt cool. Ouais, ce que j'ai compris. globalement, ouais. Et quand est-ce qu'est arrivée l'envie d'un deuxième ? Ça a toujours été là. D'ailleurs, dès le départ, je me suis posé la question dans la démarche, est-ce qu'on... et parce que Catherine m'a laissé le choix de mettre 1 ou 2 embryons. C'est-à-dire de tenter quelque part des jumeaux. Ok. Je me suis beaucoup posé la question. Ce qui m'a arrêté, c'est de se dire que des grossesses gémellaires, c'est des grossesses plus à risque. Déjà, une grossesse, ça reste à risque en termes médicaux. Et que je me suis dit que j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un comme Catherine qui m'accompagne sur ce projet de parentalité. Je ne vais pas faire un choix qui augmente les risques. Ok. Et en plus, d'avoir, moi, à gérer 2 enfants d'un coup. Mais je me suis posé vraiment la question d'avoir 2 d'un coup. Comme ça, c'était fait. Et je ne me posais pas la question pour une deuxième grossesse. Mais j'ai préféré pas prendre de risques supplémentaires et de me dire, si j'en veux un deuxième, je ferai le nécessaire pour en avoir un deuxième. Et par contre, j'ai gardé les embryons cryoconservés jusqu'à ce qu'il y ait une opportunité. Je m'étais fixé 45 ans comme âge limite pour avoir le deuxième. Et je l'ai eu 4 jours après mes 45 ans. Il a objectivement été conçu avant. Ouais, c'est bon. Clairement. On valide. Est-ce qu'on passerait pas à la partie Si. d'après ? Ouais. On s'arrête là pour aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. Bisous ! Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!